Sujet capital, la Formule 1, le Grand Prix du Canada. Comment on fait pour organiser un Grand Prix? Et on a Sandrine Garneau avec nous. Sandrine, à chaque fois, explique-moi non ton rôle, ton titre. C'est quoi que tu fais dans la vie? Je suis la chef de l'exploitation marque et stratégie pour le Grand Prix du Canada. Plus communément, on appelle ça un COO. COO. Donc, ça veut dire quoi? C'est quoi que tu fais, mettons, dans ton année là, pour le Grand Prix? Ouais, ben un COO, c'est Chief Operating Officer. Donc j'ai une équipe absolument incroyable, résiliente, acharnée avec qui je travaille à tous les jours. Donc là, l'équipe grandit. Là, on est rendu pas loin de 50 employés à temps plein. Puis le truc qui nous revient le plus souvent, c'est ben, qu'est-ce que vous faites pour le reste de l'année? Parce que tout le monde pense qu'un Grand Prix, ça se fait comme en 3 semaines, 3 mois. Exact. 3 mois, c'est long, là, Sandrine. 3 mois, c'est long. Oui, là. Ouais, peut-être pas 3 semaines, mais... OK. Mais dans le fond, nous, on est un site qui est 100% temporaire. Donc, nous, on est au Parc Jean-Drapeau, on loue le circuit Gilles Villeneuve, fait que toutes nos infrastructures sont 100% temporaires. À ça s'ajoute la commercialisation, la vente de billets, la création de produits, la création de festivals, l'image de marque. Puis, comme on discutait tantôt, on fait partie d'un championnat du monde. Fait qu'on est on n'est plus un stand-alone où est-ce qu'on vient au Grand Prix du Canada, ça dure 3 jours, puis après ça, on s'en va, puis on disparaît. Avec l'arrivée de Liberty Media, c'est un peu ça qui est arrivé, c'est qu'on est devenu vraiment un championnat du monde qui se tient. On voyage sur d'autres Grands Prix, on s'inspire, on s'entraide, puis nos contrats ont beau être différents, tout le monde a un contrat différent avec la Formule 1. On a tous les cahiers des charges qui sont les mêmes, puis on a des similarités. Fait qu'on s'entraide à travers tout ça, là, que ce soit pour la sécurité, pour les assurances, des affaires qui sont un petit peu plus... un petit peu moins glamour, si on veut. Mais à l'année longue, on est une équipe qui travaille là-dessus, puis je dirais que ça a vraiment changé dans les dernières années. Moi, quand j'ai commencé en 2013, on faisait le Grand Prix du Canada pendant l'été. Après ça, on faisait nos post-mortem, on faisait de la planif à l'automne, mais tu sais, à Noël et tout, c'était un petit peu plus relax, puis tranquillement, pas vite, on remontait la pente. Là, c'est flat out 365 jours par année. OK. Ouais. OK. Puis toi, juste pour donner un peu de background, parce que je trouve ton parcours très inspirant, toi, t'es rendu COO. Ouais. T'as commencé depuis 2013, t'es pour le Grand Prix? Mon premier Grand Prix était en 2013. J'étais stagiaire au Centre Média. Okay. Et il y a eu un gros événement cette année-là. Oui, il y a eu un très gros événement. Un malheureux événement, mais ça fait partie de mon histoire, fait que j'aime ça quand même le raconter. Fait que moi, j'ai commencé comme stagiaire. Je pensais que j'allais faire une job de faire des photocopies puis aller chercher du café, là, de faire quelque chose d'assez basic entry level. Puis finalement, pendant le week-end, j'ai commencé à aider sur plusieurs projets. Fait que Pauline Marois était première ministre à ce moment-là. J'ai assisté à un événement média avec elle, avec Monisha Kaltenborn, qui était la seule femme team principal à ce moment-là. Après ça, j'ai aidé avec le podium vers la fin de la course. Puis là, tu sais, je rapetisse l'histoire parce que je peux en parler quand même assez longuement, là. Mais justement, à la fin du podium, j'ai une photo sur mon cellulaire, puis je l'ai gardée, je ne la déliterai jamais, où est-ce que je vois une des voitures de Formule 1 qui retourne au puits après le podium. Je me regarde en disant, ça change quoi? OK, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas eu d'accident. Tout le monde était rentré au puits, tout était correct. Fait que moi, après le podium, je retourne au centre média, le téléphone commence à sonner, fait que je réponds, et puis c'est des journalistes qui me demandent de confirmer un décès en piste. Mais il n'y avait pas eu d'accident. Fait qu'on se pose des questions, je dis, un moment, s'il vous plaît, on vous revient. Pour finalement se rendre compte qu'il y a un de nos officiels de piste qui avait, pendant qu'il avait été chercher la voiture avec un lift, il y avait eu un accident, il avait échappé sa radio, puis malheureusement, il y a eu un accident qui a mené à son décès. Fait que moi, j'étais la seule personne dans la salle de presse à ce moment-là qui était capable de faire de la traduction on the spot parce que je suis francophone, mais j'ai étudié à McGill. Fait que j'ai écrit le communiqué de presse, j'ai fait de la veille médiatique, j'ai écrit le communiqué de presse, puis quand on est arrivé pour émettre le premier communiqué de presse, le patient est passé de critique à décédé. Fait qu'il a fallu qu'on scrape le communiqué de presse, qu'on réécrive en français, qu'on retraduise en anglais, puis que finalement, on aille émettre le communiqué de presse. Fait que c'est cet événement-là qui a été mon baptême de feu en Formule 1, puis j'habitais encore chez mes parents à ce moment-là. Je me souviens que je suis retournée chez mes parents à Beaconsfield, je me suis couchée dans le gazon, puis j'ai fait « What is my life? » L'année d'après, on m'a rappelé pour faire le même rôle, pour encore être bénévole au Centre Média. J'ai pensé pendant 2 minutes, j'ai fait « Ouais, non, ça va être correct. » Puis après ça, je me suis dit, je finis l'université, j'allais graduer au mois de juin, là, fait que dans les semaines qui suivaient, je me suis dit, je vais y aller, je vais aller faire du réseautage. Après ça, je vais prendre l'été pour voyager, puis je me chercherai une job à l'automne.
Fait que j'ai dit oui. 1 heure après, on me rappelait. Puis après, on me rappelait pour m'offrir un contrat. Fait que mon deuxième Grand Prix en 2014, je l'ai fait comme adjointe chef de presse au Centre Média. Et puis, au mois de novembre 2014, on m'offrait le poste de co-ordo communication marketing. En 2018, je suis devenue directrice communication marketing. En 2023, je suis devenue directrice générale. Puis en 2024, je suis devenue CEO. Damn! Félicitations. Merci, C'est vraiment merci. cool. Ça va vite Vraiment comme une cool. course de F1, cette histoire-là. Il n'y a pas à un moment donné quelqu'un qui t'a dit « T'es qui, toi? » Genre, je sais pas t'es qui, mais comme t'arrives avec un communiqué puis je te connais pas. Oui, c'est François Dumontier, fait que l'ancien président du Grand Prix du Canada, qui est maintenant d'ailleurs rendu au Stade olympique. Ouais. La première chose qu'il m'a dit, c'est quand il y a eu, quand on est rentré en cellule de gestion de crise après l'accident avec Mr. Robinson, il est rentré puis il a dit « C'est quoi qui se passe? » Nanana. Fait que là, j'ai dit « On a ça. » Il m'a regardé, il a dit « T'es qui, toi, tabarnak? » Première chose que François Dumontier m'a dit de ma vie, c'est « T'es qui, toi, tabarnak? » C'est clair. Hein? Ça a le mérite d'être clair. Ben là, après ça, il savait c'était qui. Ben oui, certainement. Ah oui. Il savait c'était qui, puis d'ailleurs, François et moi, on a travaillé super bien ensemble pendant 10 Ben oui. ans après ça. Fait que ça a été le début d'une belle ascension. Puis comment ça se passe un Grand Prix? Le Grand Prix du Canada, vous êtes, bon, vous l'organisez. On est détenteur des droits commerciaux. Ouais, fait que c'est Ok. ça. Fait que juste peut-être expliquer la C'est structure. ça, ouais. Fait que on parlait de Liberty Media, Ouais. c'est le propriétaire de De la Formule 1 en tant que tel. Donc, c'est qui les propriétaires du Grand Prix du Canada? Les propriétaires du Grand Prix du Canada, c'est Bell Media. OK. Donc, on parlait de François Dumontier. François Dumontier était 100% propriétaire. Pendant la COVID, en 2021, a vendu à part entière à Bell Media. Donc, la compagnie qui est derrière, c'est Bell Media. Nous, on est le groupe de course Octane. Donc, les 50 employés qui sont en plein, on travaille pour le groupe de course Octane. Puis, la manière que ça fonctionne pour la F1, c'est que nous, on est détenteur des droits commerciaux de la F1, mais Bell Media est aussi détenteur des droits de télédiffusion, qui sont aussi vendus par la F1 en tant que telle. Fait que ça, c'est le côté commercial, le côté télédiffusion. Mais pour faire arriver une course, tu as aussi la FIA, qui est la Fédération internationale de l'automobile, puis eux, c'est tout ce qui est en piste. Fait que la sécurité des pilotes, la réglementation, tout ça, là, ça, c'est du volet FIA. Puis nous, on travaille bien évidemment très étroitement avec eux, mais nous, on relève directement de la F1 en tant que telle. Donc, vous avez les droits commerciaux. Ouais. C'est quoi votre relation avec Bell? Comme, Dans le quotidien? Non, mais dans le sens, Bell Media, c'est les propriétaires Oui, du Grand Prix du Canada. exact. Est-ce que Bell Media vous a mandaté de vous occuper de la commercialisation ou c'est une entente? Qu'est-ce que là, c'est une entente que vous faites avec la F1 directement? Bien, en fait, parce qu'on est l'entité de Bell Media, c'est Bell Media qui est détenteur du droit commercial avec la Formule 1. Fait que nous, on est, sans être des employés directement de Bell Media parce qu'on est une filiale. OK, Octane, c'est une filiale de Bell. Oui, c'est une filiale de Bell. Parfait, parfait, je comprends. Fait que Octane, c'est une filiale de Bell. Bell a les droits télévisuels, de télédiffusion d'un côté. Octane a les droits commerciaux. Exact. Les deux types de droits relèvent de la F1. Bell est propriétaire de la C'est promotion de l'événement et de la télédiffusion. Je comprends. Ouais. Parfait. Et comment, après ça, on négocie? Avec qui on négocie, mettons, un Grand Prix? Vous négociez avec qui? Bien, en fait, nous, on a des nouveaux bailleurs de fonds. Fait que nous, on a le Parc Jean-Drapeau, on a la Ville de Montréal, on a Tourisme Montréal, on a le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, qui sont nos niveaux de bailleurs de fonds. Donc le Parc Jean-Drapeau est mandataire de toute cette belle gang-là pour arrimer tout le monde. Puis après ça, nous, en tant que promoteur, c'est une entente tripartite. Fait que nous, en tant que promoteur, on a une entente avec la Formule 1, mais les bailleurs de fonds ont aussi une entente avec la Formule 1, puis nous, on a une entente avec le Parc Jean-Drapeau pour la location du circuit. Fait qu'il faut que ces trois éléments-là s'arriment pour pouvoir avoir une entente. Puis c'est d'ailleurs ce qui est arrivé cet été, parce que nous, on avait un Grand Prix jusqu'en 2029. Là, quand la COVID a eu lieu, on a été annulé pendant 2 ans, qu'on a reconduit jusqu'en 31. Puis après le Grand Prix 2024... on sait que ça a été une année assez mouvementée. Il y a eu beaucoup de changements administratifs de notre côté. Il y avait des terrasses aussi qui étaient... Oui, ça a vraiment été une tempête parfaite pour nous, là, ce qui est arrivé en 2024. Je veux dire, la météo, la rue Peel, la mobilité. Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui ont joué contre nous en 2024, ce qui a poussé une réflexion puis une restructuration en 2025. C'est sûr que maintenant, 1 an plus tard, puis avoir dormi un peu parce que ça a été vraiment une année de gestion de crise, c'était un mal nécessaire, je pense, pour le Grand Prix du Canada. On était rendu à une étape où est-ce que tout allait beaucoup plus vite en Formule 1. Tout le monde se modernisait. Nous, force est d'admettre qu'on était une très, très petite équipe. On avait les ressources qu'on avait, puis on avait besoin d'aide. Puis, tu sais, je l'ai souvent dit quand on a fait des entrevues après le Grand Prix ou en amont du Grand Prix cette année,
j'avais peur que ça s'épuise, puis que le momentum des gens qui étaient autour de la table avec nous s'épuise au courant de l'année. Force est d'admettre que tout le monde a été là et nous a aidés à livrer 2025. Puis ça a été vraiment comme un travail de groupe qui a mené à l'événement qui a été à succès en 2025, qui nous a d'ailleurs permis, avec cette entente tripartite-là, de renouveler jusqu'en 2035. Fait que maintenant, on a un contrat de 10 ans avec la F1. On a de la pérennité, on peut travailler, on a de la vision. Puis tout le monde est encore autour de la table à nous aider à fournir cet événement-là. C'est quoi la perception de la F1 face au Grand Prix du Canada? Parce qu'il y a eu des rumeurs dans le passé qu'on allait peut-être perdre le Grand Prix. Ouais. Puis c'est quand vous êtes rentré en négociation pour le prolonger, ou peut-être après 2024, parce que 2024 n'a pas bien été. T'sais. Non, c'était rough. À quel point on était à risque de le perdre? Puis subséquemment, c'est quoi la perception que du Grand Prix du Canada, que la F1 a du Grand Prix du Canada? Ouais. On a failli le perdre. Ouais, hein? On a failli le perdre. Ça allait pas bien. Je pense qu'on a un peu pris le Grand Prix du Canada pour acquis à travers les années. La population aussi, je pense. La population aussi. Puis, tu sais, on s'en souvient, on l'a déjà perdu, le Grand Prix du Canada. Là. Puis ça avait eu un gros impact. Puis moi, à ce moment-là, je pense que j'étais au secondaire. Moi, j'étais au cégep, en fait. Puis je m'en souviens d'en avoir entendu parler. Puis j'étais pas quelqu'un qui suivait la F1. Fait que je me souviens de l'impact que ça avait eu sur la ville de Montréal. On a failli le perdre. En quelle année environ? Quand tu dis on a failli le perdre, c'était les C'est en 2009. On l'a pas eu en 2009. Non, ça je sais, mais quand tu dis on a failli le perdre... Ah, après le Grand Prix 2024. Ah, ouais. OK, après 2024. Après le Grand Prix 2024, la F1 a été très sévère avec nous. Puis il y avait raison de l'être. Mais par contre, ils ont été sévères, mais très accompagnateurs en même temps. Puis ça, c'était une grosse crainte que j'avais. Quand je me suis présentée dans un paddock pour la première fois après le Grand Prix 2024, tranche de vie, là, je me souviens que je suis sortie de la voiture, puis je marchais dans le stationnement pour me rendre au paddock, puis j'ai fait une crise d'angoisse. Ouais. Parce que je ne savais pas comment est-ce qu'on allait être accueillis. Mm-hmm. Puis j'étais tellement gênée et j'étais tellement humiliée de la manière que ça avait été fait. Puis il y a plein de choses qui n'avaient pas rapport avec le promoteur. Là. Quand je dis qu'il y avait une tempête parfaite, là, ça a éclaté de tout bord, de tout côté. Puis il y a des choses que en tant que promoteur, on ne pouvait rien faire. Non. C'était 100% hors de notre juridiction. Puis c'est d'ailleurs ce qui a poussé la réflexion, puis pourquoi il y a plus de monde autour de la table maintenant. Mais quand je suis arrivée dans le paddock, je vais m'en souvenir toute ma vie. Littéralement, j'ai passé ma passe dans le scanner, puis il y a quelqu'un qui me regardait quand je suis rentrée, puis il m'attendait pas, là, ça a juste adonné comme ça. Puis ils m'ont donné un câlin, ils m'ont donné comme une petite tape dans le dos, comme « OK, on sait que ça n'a pas bien été, puis que c'est pas facile pour toi. » Puis après ça, ils m'ont pris par les épaules, vraiment comme ça, puis ils ont dit « Là, tu vas nous écouter, puis on va t'aider, puis on va t'accompagner. » Puis c'est exactement ça qu'ils ont fait. Ça, c'était en 2024? Ça, c'était... à la fin en août 2024. OK. Ouais. Puis là, c'était, on met l'épaule à la roue, puis on est tombé en gestion de crise. Fait qu'on a été accompagné par la F1, on a été accompagné par la FIA, on a été accompagné par d'autres promoteurs, ce qui était vraiment incroyable parce qu'on a beau être en compétition les uns contre les autres quand il s'agit du championnat du monde, but at the end of the day, on est quand même des êtres humains, puis ils nous ont accompagnés là-dedans. Puis après ça, on est revenu à Montréal, on a eu des meetings à huis clos avec tous nos bailleurs de fonds, on a établi un plan que nous, on appelle un Action Registry de 79 lignes. Puis là, c'était qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour garder et sauver le Grand Prix du Canada. Par contre, pour répondre à ta question par rapport à comment la F1 voit Montréal, la F1 adore Montréal. Puis ils nous ont dit qu'ils tenaient absolument à rester à Montréal, puis que le Grand Prix du Canada avait une place de choix au calendrier, puis que si jamais le Grand Prix quittait Montréal, il quittait le Canada au complet. Wow! Ça, c'est OK. fou, ça. Parce qu'ils ont aussi changé les dates. Là, les dates vont être différentes. Ça va être quoi l'impact du changement de date? Ouais, on est du 22 au 24 mai cette année, fait que ton excuse de c'est la fête des pères ne tient plus. Merci de venir au Grand Prix du Canada cette année. C'est la fête des mères, non? 22-24 mai? Non. Ben, chez nous, on célèbre ça le 22-24 mai. Ouais. En tout cas, on en reparlera après. We'll take this one offline. Ben oui, nous, on a changé nos dates parce que, justement, avec Miami, on parlait des Dolphins. Oui. Moi, premièrement, une job que je ne veux absolument pas en Formule 1, il y en a une couple, là, mais une job que je ne veux pas, c'est d'établir le calendrier. Avec 24 pays, 24 gouvernements. C'est clair. Hey, ça, c'est rock'n'roll en tabarouette. Fait que, dans le fond, la F1 allait à Miami. Après ça, ils retournaient en Europe. Ils faisaient des fois Barcelone, des fois Monaco. Non, ça après ça, avait ils pas de revenaient à sens. Montréal. Ça avait pas de sens. Il y a plusieurs fois pendant l'année où est-ce qu'il y a des triple headers, où est-ce qu'il y a 3 courses back-à-back. Tu sais, à un moment donné, je regarde les mécanos, je regarde les équipes, je me dis, Caroline, vous avez une vie complètement flyée. Fait que ça faisait partie des discussions depuis quelques années. Là, ils voulaient qu'on change notre date. Nous, on tenait vraiment à avoir notre date au mois de juin. Mais force est d'admettre que pour des raisons de calendrier, de développement durable, Écologique. de cargo, ça avait juste
ça avait plus vraiment d'allure. Puis maintenant, la relation qu'on a avec le Parc Jean-Drapeau et avec les bailleurs de fonds nous permet maintenant de commencer notre montage à l'automne. Okay. Fait que ça fait en sorte que là, là, cette année, notre temps de montage est un petit peu plus court, mais là, à partir de l'année prochaine, on va tomber dans une routine où est-ce que ça va être beaucoup plus simple. Mais ça permet aussi à la saison estivale, puis tu sais, on parlait des festivals, on parlait de la semaine qui mène à la Coupe Grey, là, ça permet aussi à Montréal d'allonger sa saison estivale maintenant. Fait que les terrasses, on espère, vont l'ouvrir plus tôt, on espère que les touristes vont être au rendez-vous plus tôt. Fait que nous, on a vu ça comme étant une opportunité. Puis, en même temps, là, on est 3 semaines après Miami, fait qu'il y a beaucoup des choses qui sont déployées pour Miami, qui sont shippées de l'Europe à Miami, qui vont venir directement à Montréal par voie terrestre versus partir en cargo. Puis, on parlait un peu de tourisme et tout, tu sais. Je pense qu'on entend beaucoup parler des retombées économiques pour Montréal, le Québec, le Canada même, ce Grand Prix-là. C'est quoi les données que vous avez... Comme, j'aurais formulé ma question... C'est quoi les retombées économiques que vous estimez en 2025 puis en 2026 que ça pourrait rapporter? Parce que c'est un événement d'envergure. Oui, on n'a pas fait l'étude en 2025. Je pense que la dernière qu'on a faite date de 2023. Nous, les retombées économiques, là, c'est tout le temps ce à quoi le monde fait référence. Il faut faire attention parce que c'est pas tout le temps calculé de la même manière. Là. Fait que nous, on est calculé basé sur le gouvernement du Québec, là, sur les paramètres du gouvernement du Québec. Nous, ce qui est important pour nous, c'est les retombées sur le produit intérieur brut, parce qu'à la base, c'est ça la vraie donnée. Fait qu'on parle d'à peu près 70 millions. Là. Ça doit avoir augmenté parce qu'on a augmenté notre capacité sur le site. Mais ce qui est important aussi par rapport à ça, c'est les retombées médiatiques. Parce que... Veux pas, le Grand Prix du Canada, c'est une fenêtre sur le monde. Oui. Tu sais, les retombées médiatiques par la presse écrite, radio, web, maintenant, on sait que c'est plus uniquement les médias conventionnels, mais t'as la télédiffusion aussi, qui mentionne le Canada, qui mentionne Montréal, qui montre des images absolument hallucinantes de la ville de Montréal. Fait que t'as les deux qui peuvent pas s'additionner pour avoir un chiffre complet, mais nous, c'est ça les deux données qu'on regarde. Là. Fait que t'as le 70 millions à peu près sur le PIB, puis t'as comme un 50-60 par rapport à la retombée médiatique, que s'il fallait qu'on dépense en campagne médiatique internationale, c'est ça que ça nous coûterait. Puis ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que la Coupe des présidents l'année passée, parce que Jen a sait que je suis un grand fan de golf. De golf, ah oui. Ben, c'est un peu ça l'argument qui avait été donné. C'est non seulement les retombées économiques, mais la vitrine que ça a donné à l'international, ce tournoi-là pour Montréal. Fait qu'il y avait des images de Montréal, il y avait un gros topo sur NBC de Montréal, puis on se disait combien ça vaut, ça, mais quand tu parles de retombées médiatiques, c'est non négligeable parce que avec ça, puis comme tu dis, avec le timing qui change, ça l'ouvre la porte à une vitrine de tourisme pour Montréal pour le reste de l'été, avec tous les festivals qu'on a. Puis Montréal est une belle place où vous venez visiter l'été, là. Fait que ça peut être. Puis on a souvent été en même temps que Mural, on a souvent été en même temps que les Franco. Fait que là, c'est vraiment, on va être un peu en stand-alone. On va encore lancer la saison estivale, mais on va la lancer beaucoup plus tôt. Oui. Non, puis avec les changements aussi climatiques, je pense pas que il va-t-il y avoir de la neige, on le sait jamais, là, mais je pense que on peut vivre avec de la neige au sol. On peut... De la neige, ça serait spécial. Des pneus de pluie, oui. Mais tu sais, il y a le Grand Prix de Las Vegas en fin de semaine. Moi, j'ai été les 2 dernières années, puis leur lancement, il faisait 4 degrés la nuit. Là. Exact. Fait que ça, c'est sûr que c'est moins le fun pour les fans qui sont dans les gradins. Mais tu sais, en même temps, quand on regarde les dernières années, au mois de juin... Il y a eu des étés où est-ce qu'il pleuvait, il y a eu des étés où est-ce qu'il faisait froid, il y a eu des étés où est-ce qu'il faisait 32. Et ça, tu peux pas le gérer. Non, tu peux pas le gérer. Puis c'est la même chose au mois de mai. Puis c'est drôle parce que là, tu sais, le championnat nous en parle souvent de la météo, qu'est-ce que ça allait faire pour la météo, puis ça. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on a reconfiguré notre logélite où est-ce que maintenant, il va y avoir des murs rigides, il va y avoir du chauffage, il va y avoir de l'air climatisé parce qu'on leur dit, tu peux avoir besoin du chauffage et de l'air climatisé dans le même week-end. Oui, non, c'est sûr. C'est vraiment Je reviens à ce que tu as dit que la F1, vous avez failli le perdre, tu sais, après 2024. Concrètement, à ce moment-là, vous avez une entente jusqu'à quand? 31. Mais y aurait-tu pu y mettre fin plus tôt? Oui? Ouais. Ah oui? C'est ça. Fait qu'on aurait pu le perdre direct pour 2025, potentiellement. Ben, je veux dire, on n'est jamais rentré à ce niveau-là de conversation parce que la F1 a fait de l'accompagnement direct en partant. Ils ne voulaient pas partir. Non. Mais la réalité, puis on n'est pas aveugle personne, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de pays qui veulent avoir un Grand Prix. Ben oui. On est en probation, disons-le de même. Ben, disons quand... Si, admettons, 2025, ce qui a été une super année, si 2025 avait ressemblé un peu à 2024... La réalité serait complètement différente. On serait peut-être ailleurs présentement. On serait probablement ailleurs. Wow! Mais surtout aussi que les États-Unis, là... Les États-Unis, il y en a 3. C'est fort, là.
Oui, c'est fort. T'sais, on parle de Miami qui a un contrat jusqu'en 2041. On a le Texas aussi qui vient de rajouter, je pense qu'ils viennent de rajouter 10 ans à leur contrat. Puis il y a Las Vegas. Ben oui, puis là, c'est fou parce que je suis la F1 à distance. Je me considère pas expert du tout. C'est pas un sport que je comprends énormément. J'aime beaucoup Drive to Survive, mais je me rappelle quand j'étais kid, puis tu voyais le Grand Prix des États-Unis, il était pas populaire, ce Grand Prix-là. Ben, jusqu'à récemment, il était pas tant populaire non plus. Là. Puis là, tout d'un coup, tu as 3 courses aux États-Unis. Tu disais, aux États-Unis, ça marche pas la F1, on est dans l'IndyCar, puis on est dans la NASCAR. Puis à l'époque, il y avait même kart. Il y avait l'IndyCar Racing, il y avait kart à l'époque de Paul Tracy, de Patrick Carpentier, tout ça. OK, tu dis que tu connais pas ça, tu connais quand même ça. Je peux pas t'expliquer la stratégie à une course, mais je me rappelle que, tu sais, au Canada, tu avais quand même kart puis F1 qui était un peu en compétition, quoique F1 était beaucoup plus gros. Ouais. Mais aux États-Unis, c'était comme là, à un moment donné, la course automobile, la F1 était même, je pense, 3e dans l'échiquier. Ouais, c'était NASCAR, Indy, F1. NASCAR, Indy, puis F1. Là, c'est fou le changement, là, que tu vois ça maintenant, comment c'est rendu populaire. Et ils ont même profité du Grand Prix d'Austin au Texas pour annoncer le nouveau deal avec Apple. Oui, tu parles de la télédiffusion. Ben oui, absolument. Apple, nouvelle entente de diffusion exclusive aux États-Unis. Ça, il faut le rementionner. Ouais. Avant, c'était ESPN. Avant ça, c'était Fox. Exact. Fait que, tu sais, c'est très contingenté, la télédiffusion. Un deal là, qui va s'échelonner sur 5 ans à partir de janvier 2026. C'est estimé à 140 millions par année. Ouais. Là, ma question est, 3 Grands Prix aux États-Unis. Mm-hmm. Un film avec Brad Pitt qui a été le film sportif le plus vu dans le monde. Ça a été le plus gros film de Brad Pitt à avec vie. 630 millions. Le film sportif ayant généré le plus de revenus de l'histoire après sa sortie. Ouais. C'est quand même fou. Alors, 3 Grands Prix aux États-Unis, un film avec Brad Pitt, Cadillac qui rejoint la grille. Est-ce que la F1 est en train de maximiser ses revenus au sommet de l'intérêt américain ou est-ce qu'elle quitte ESPN un peu trop tôt et risque de laisser de l'argent sur la table? T'sais, là, on s'en va quand même vers Apple. Était-tu plus offrant? Je pense que oui, non? Oui. Oui, il était plus offrant. Tu sais, Apple, récemment, juste pour faire du pouce là-dessus, ils ont, tu sais, la MLS, là, t'as plus besoin de la MLS Pass pour écouter les games. Mais non. Il y a quelques jours, ils ont annoncé que dès que t'as un abonnement à Apple TV, t'as accès. Ouais, c'était même pas il y a une semaine. Ouais. Fait que là, je pense qu'il faut vraiment un gros push. Mais c'est Apple aussi qui a produit le film de Brad Pitt. Absolument. Donc, ça a un lien, clairement. Absolument, il y a un lien. Le film de Brad Pitt, ça a été long. Là. Ça a pris 2 ans avant de faire arriver. Ils ont tourné pendant des Grands Prix comme un Grand Prix réel. Ils utilisaient les gens dans le paddock comme figurants. C'était vraiment cool. As-tu tourné à Montréal? Non, ils n'ont pas tourné à Montréal, mais nous, on a été sur des Grands Prix où est-ce qu'ils faisaient le tournage, comme notamment à Mexico, la scène dans le stade. Est-ce que tu fais partie du film? Ben, il faut que tu saches je suis où, là. Mais t'es dedans? Ben, on est des figurants, là, tu sais. Fait qu'à Silverstone, on était là pour la première scène. Fait que la première scène où est-ce que Sonny Hayes est sur la grille, puis qu'ils font la Ton présentation. rêve d'être comédienne, Sandrine, est réalisé. Tout est dans tout. Tu sais qu'on a étudié en théâtre, les deux? Ah, je pensais en wedding planning. Non. Excuse, OK. Non, ça, c'était avant. Okay, excuse. En théâtre, c'est bien. Oui. Du théâtre au sport. Ça va être mon autobio. Mais tu sais, pour revenir à ton point par rapport à ESPN, je veux dire, avant ESPN, c'était Fox. Moi, je suis en F1 depuis 2013. Il y a eu Fox, il y a eu ESPN, puis maintenant, c'est Apple. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe avec la télédiffusion aux États-Unis. Je sais pas si c'est parce qu'il y a trop de demandes, puis tu sais, je suis pas la meilleure personne pour me positionner par rapport à ça, mais il y a quelque chose qui marche pas avec la télédiffusion qui fait en sorte qu'ils veulent aller voir ailleurs. Tandis que quand on regarde en Angleterre, t'as Sky, qui est télédiffuseur depuis des années, qui met un show absolument phénoménal. Non, puis tu sais... C'est tellement bon, Sky. Le matin des courses, là. T'aimes ça? J'aime vraiment ça. Voir le journaliste, je sais pas c'est quoi son nom. Martin Brundle. Ouais. Qui se promène dans le paddock, là, puis il croise tout le monde. Moi aussi, j'aime ça. Il est juste comme, hey, je vais te parler à toi, viens ici, je trouve ça phénoménal. Ah, mais c'est le fun parce qu'on se croit vraiment dans les coulisses, là. C'est super. Ah, j'adore. Mais par rapport à ça, juste structure financière, si on peut en parler un peu. Ouais. Le deal Apple, est-ce que vous, Grand Prix du Canada, vous en bénéficiez? Non. Zéro. Fait que ces revenus-là vont tous à la F1. Directement. Donc, à Liberty Media. Exactement. Y a-t-il un partage de revenus avec les écuries? Non, pas ce que je sache. Non, fait que les écuries, c'est beaucoup de la commandite. Les écuries vont avoir leur commandite, puis là, les écuries, tu sais, t'as les écuries, mais après ça, t'as les team principals qui sont devenus des célébrités, t'as les pilotes qui sont devenus des célébrités eux aussi. Fait que les Toto Wolff. Ouais, Toto Wolff. Ben là, Lewis, Hamilton. Lewis? Ben, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est grâce à Lewis. Il vous a présenté?
Non. Okay. Non, mais Charles Non, mais Hamelin, c'était cool, ça. mon mari, Oui. est un grand fan. Et son dernier casque aux Jeux olympiques Ah, je me rappelle était en de ça. l'honneur de Lewis. Puis là, ça avait créé boule de neige. Puis là, on a créé une rencontre avec Lewis Oui, je me Hamilton. rappelle, j'avais vu ça. Et c'est Sandrine qui avait organisé ça, qui nous avait aidés. Puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Charles est allé remettre son casque à Louis, ça, c'était vraiment cute. Ouais. Non, c'était super le fun. Fait que ces revenus-là... Ouais. Fait que, mettons, vous, comment vous faites de l'argent au Grand Prix du Canada? Nous, on vend des tickets. C'est étiquette. On OK. vend Fait que des vous gardez 100% des ventes d'étiquettes? Absolument pas. OK. Fait que- C'est bon. Absolument pas. Fait que nous, on vend des billets, on vend de la loge, on vend des packages de partenariat, des packages de commandite. C'est ça nos sources de revenus principales. Par contre, parce qu'on a des niveaux de bailleurs de fonds et parce qu'on est une entité de la Formule 1, nous, on a un partage de revenus. Fait qu'il y a une portion de nos revenus qui s'en vont aux bailleurs de fonds, il y a une portion de nos revenus qui s'en vont à la Formule 1 pour les billets, les loges. Puis après ça, pour ce qui est des packages de commandite, tout ce qui est associé à la F1. Fait que s'il y a un logo, une propriété intellectuelle, de la télédiffusion, ça, on s'en va en partage de revenus avec la Formule 1. Par contre, ce qui est intéressant à noter, là, particulièrement pour toi, là, je pense que tu vas buzzer là-dessus, c'est que la F1 vend aussi des droits commerciaux de leur côté, ou est-ce que là, ils nous bloquent des catégories, puis on tombe en catégorie d'exclusivité F1. Fait que c'est sûr que ça ajoute au brand, ça fait parler, là, tu sais, comme ce matin, Mattel a annoncé une collaboration entre Uno et puis la F1. Donc là, les Barbies. Les Barbie c'est Mattel. Mattel, c'est ça? Exact. Puis Uno, c'est le jeu de cartes, là. C'est le jeu de Bleu, rouge, Est-ce que tu jaune. piges 4 cartes ou est-ce que... Moi, j'adore. Ouais. Fait qu'ils ils sont en train de bloquer plein de catégories. Puis c'est super le fun parce que le sport est en santé, le sport va super bien. Ils vont nous amener des activations qu'on va pouvoir mettre dans nos fan zones où est-ce que ça va être vraiment super le fun pour les clients. Mais nous, du côté promoteur, ça veut dire que ça nous enlève du terrain qui est exploitable. Puis ça fait en sorte que ça a un impact direct sur notre bottom line parce que nous, on ne peut pas le vendre dans cette catégorie-là puis on n'a plus l'espace au sol pour le faire. Qui fixe vos prix de billets? C'est-tu réglementé, ça? Non. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez? Oh, ben, libre de faire ce qu'on veut. Ben, selon le oui marché. et non. Là, ben, c'est ça. Selon le marché local, mais aussi selon tous les besoins que la F1 a. Parce que la F1, à chaque année, ils nous demandent de faire bigger and better and bigger and better. Veux pas, ça a un impact sur ton prix de billet. Fait qu'on parlait tantôt des shows de musique, tu sais. Fait qu'il faut payer ces gens-là. Toute l'avancée, les fonds pour payer tout ça, c'est vous puis vos bailleurs de fonds qui avancez tout cet argent-là? Non, en fait, les bailleurs de fonds, l'argent, ça va directement à la F1, puis ça, c'est pour le frais de course uniquement. Tout ce qui est la promotion de l'événement, tout ce qui est vu sur le site, là, on parle de toilettes, de clôture, des choses qui sont un petit peu moins glamour, aux concessions alimentaires et tout ça, là, ça, c'est tout nous qui sommes responsables financièrement de ça. Puis, OK. Puis, je fais un parallèle un peu, peut-être qu'il est boboche, là, mais as-tu écouté les expos? Le documentaire des expos sur Netflix? Pas encore, mais... OK. Mais on en a parlé avec Alex Pratt il y a 2 semaines, puis, tu sais, le concept derrière les expos, c'est quand Brochu a racheté de Bronfman, il a racheté avec plusieurs actionnaires, tu sais, plusieurs personnes impliquées. Puis, sans voler le punch du documentaire, je pense qu'une des difficultés que les expos ont rencontrées d'un point de vue de ownership, c'est quand il y avait besoin d'argent, puis ils sont allés voir les actionnaires, mais il y avait trop de gens autour de la table. Ça crée que c'est difficile à avancer. De votre côté, la structure que vous avez avec le Grand Prix du Canada, tu parlais de différents bailleurs de fonds autour de la table, puis que vous avez comme une équipe. À quel point avoir autant de... Parce que tantôt, tu parlais des entités, tu parlais de la Ville de Montréal, tu parlais de Tourisme de Montréal, tu parlais du gouvernement... À quel point avoir autant de gens impliqués vous rend la vie facile ou difficile dans le quotidien de l'opérationnel? Ben c'est ça le mot-clé, dans le fond, c'est l'opérationnalité de la chose. Parce que les bailleurs de fonds sont autour de la table pour nous aider au niveau opérationnel pour les infrastructures, pour la construction, les cônes oranges, le parc, bien évidemment, le parc Jean-Drapeau est notre allié numéro 1 parce qu'on est locataire, mais eux sont pas nécessairement impliqués dans tout ce qui est promotion de l'événement. Fait que nous, pour tout ce qui est promotionnel, pour nos courses de soutien ou pour les concerts qu'on veut faire, pour le marketing qu'on veut faire, tout ça, c'est bâti avec Bell. Avec Bell. Fait que dans cette optique-là, il n'y a pas trop de monde autour de la table. Puis Bell, ils ont quand même pris 3 ans pour comprendre qu'est-ce qu'ils avaient acheté. Là, je pense qu'au début, ça a été une courbe d'apprentissage pour eux, mais là, ils le comprennent. Puis, tu sais, Mirko Bibic, qui est le CEO de BCE, a voyagé avec nous. On a fait plusieurs avec nous pour justement aller s'imprégner de ce que c'est un Grand Prix de Formule 1. Puis, il y a une vision, on a tous une vision commune pour ce que l'événement doit être, puis comment est-ce qu'on peut compétitionner avec les autres Grands Prix, ce qui nous aide beaucoup dans notre développement aussi, là, parce que, veux pas, si tu n'innoves pas, tu restes en place, puis si tu restes en place, tu recules. Sacha, peut-être une dernière question avant d'aller au quiz, parce que là, le temps fini? passe. Là. Ben oui,
On en parler longtemps, c'est vraiment intéressant. Écoute, merci, Sandrine, c'est tellement pour vrai, là, intéressant. Moi, je veux juste absolument qu'on parle de la F1 Academy. Oui! Je veux qu'on parle des pilotes féminines, parce qu'il y avait la première compétition à Montréal l'été dernier, Sacha, puis ça a été un hit. Ouais, vraiment. Vraiment. Puis on l'avait dit à Susie Wolf, ça faisait plusieurs années qu'on parlait avec Susie Wolf de faire venir la F1 Academy, mais elle, comme n'importe quelle autre série, ils ont des calendriers qui sont déjà définis. Fait qu'il fallait qu'on trouve une opportunité. C'était risqué, là, parce qu'en plus, ça n'avait pas bien été en 2024. Puis là, vous dites, let's go. Viens chez nous, je te jure, ça va bien aller. Mais oui. Mais ça faisait 2 ans qu'on était en discussion avec elle, puis Jean-Philippe Paradis, notre CEO, et moi, on y croyait vraiment. Puis on lui avait dit, ça va être ton plus beau Grand Prix, je te le jure. Puis c'est quelque chose qui n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Elle est revenue à Montréal, puis justement, quand on a fait un panel le samedi après-midi, elle a dit « Tu nous l'avais dit, puis vous avez livré là-dessus. » Parce que le vendredi, qui est d'habitude la journée la plus relaxe au Grand Prix, ils ont manqué de cartes d'autographe pour leurs pilotes filles. Wow. Parce qu'il y avait tellement de monde dans le paddock des courses de soutien. D'ailleurs, l'année prochaine, il va falloir qu'on revoie la configuration parce qu'on s'attend à un engouement encore plus grand pour l'Académie. Jusqu'à... vous avez quand même... On a un contrat multi-année avec eux. Ouais. Oui! Ouais. Non, ça, c'est quoi la F1 Academy, mettons? C'est une série avec des filles. Fait que c'est une série de développement. C'est une course de soutien au Grand Prix du Canada, puis dans d'autres Grands Prix aussi. Là, ils sont à Las Vegas, justement, en fin de semaine. Puis c'est une série 100% féminine qui est basée sur le développement, qui sont backées par des équipes de F1. Fait qu'il va avoir une voiture Ferrari, McLaren, Aston Martin. Et puis, c'est ça. C'est des filles qui compétitionnent pendant le week-end. Netflix, oui, ils ont une série sur Netflix aussi. Série sur Netflix. C'est un peu la même chose là, que Drive to Survive. Oui, c'est avec Hello Sunshine. Tu sais, est-ce que la F1, selon toi, on spécule, mais une Danica Patrick de la F1 envisageable prochainement? Y a-tu quelque chose comme... Tu sais, quand Danica Patrick avait pris les rênes de NASCAR comme pilote automobile, c'est la première, je pense? Moi, je pense que c'est juste une question de temps. Ouais, c'est ça. La conversation revient souvent, puis c'est sûr qu'il y a la physionomie qui rentre en ligne de compte parce que veut pas, c'est quand même des athlètes, t'as la masse musculaire et tout. C'est super exigeant, les G-Force. Je veux dire, moi, j'ai fait des hot laps sur différents Grands Prix. As-tu déjà essayé? Ouais, j'en ai eu 2. Il fallait que je tienne ma tête. J'avais l'air d'un bobblehead. Bobblehead, Sacha! Quand t'as une grosse tête comme moi, imagine, là, ça doit être compliqué, là. Le char doit être placé à gauche puis à droite. Juste par terre. Ah ouais, dès que je tilte à droite, part à droite, dès que je tilte à gauche, part à gauche. Faut se faire une date de course de La casquette qu'elle m'a appelée, Sandrine, elle m'a texté la veille, elle dit, il faut que je le fasse custom. Elle dit, je l'ai pas en stock. Elle dit, merci d'ailleurs. Peux-tu me donner ta circonférence de front, s'il te plaît? Ouais, c'est impressionnant. Ah ouais. Ouais. Non, fait que c'est ça. Fait que moi, je pense que ça va arriver. Je pense que ce n'est qu'une question de temps. Puis j'espère encore être en F1 quand ça va arriver. Ça serait le fun. Ben oui, il faut que tu sois là. On a une saison 2 de balado l'année prochaine. Oh yeah! On le fait! On va se réinviter! On le fait! OK, est-ce que vous êtes prêts pour le quiz? Vas-y! OK, let's go! On va s'amuser. C'est pas une eau, là, mais ça ressemble. OK? On va pitcher à ma tête. J'ai 5... C'est ça. OK, j'ai 5 questions. D'accord. Il y en a que c'est choix de réponse, il y en a d'autres que non. Amusons-nous. C'est des sujets qui ont un lien avec ce qu'on a jasé. Premièrement, avant 1980, il y avait juste 3 villes au Canada qui recevaient la Coupe Grey, qui organisaient la Coupe Grey. Quelles sont ces 3 villes? Avant 1980. Hey, j'étais même pas née. Moi non plus. Moi non plus. On n'était pas nés. On n'était pas nés. Avant 1980. Oui. Edmonton. Non. Calgary. Ça commence bien, il y a 9 Non. villes. Bravo, Sage. OK. Ottawa. Non. Ça va bien. Ouh. Winnipeg. Non. Ben voyons. OK, je vais vous le dire. Ouais, s'il te plaît. C'est Toronto, Montréal, Vancouver. Toronto, Montréal, Vancouver. Et après ça, on a décidé de se promener un peu partout. Et c'est là l'explosion de la Coupe Grey. Donc après ça, quand on est allé dans les prairies... En canadien. Exactement. Et autre question sur la Coupe Grey. Audience télé la plus populaire de l'histoire, c'était en 1983. Combien de téléspectateurs ont regardé cette Coupe Grey? T'as-tu le Ice Bowl? Il y avait une Coupe Grey avec... C'était du côté de Vancouver. C'était du côté de Vancouver. C'était la Colombie-Britannique, justement. Là. C'était Vancouver contre Toronto. Je vais dire 5 millions. Hey, plus haut que ça. En télédiffusion? Hein? 8,2. 8,1. Presque! Mais hey, j'aurais perdu à The Price is Right, mais c'est pas 1 million! C'est énorme. C'est énorme! Et là, on est rendu à la moitié, là, tu vois, on a 3,54. Là. Ouais. OK. Amusez-vous pour cela. Aidez-vous, là. Quel est, selon vous, le top 5 des plus gros événements sportifs dans le monde? Donc, les plus regardés. 1, c'est le plus regardé. 5... Événements sportifs? Oui, événements sportifs. Fait que pas les JO?
OK. Quel genre de JO? Jeux d'été, jeux d'hiver? Allez-y, essayez de classer, là, mettons, le 1 parce à 5. que nous, dans nos palmarès, Ouais. mettons, d'habitude, on dit JO, FIFA, F1. Ouais. D'habitude, c'est ça notre top 3. Super Bowl. Super Bowl. Super Bowl, il doit être là. 4. Fait que, Oh, non, il y a quelque chose. Football européen, c'est sûr. ben, mettons, la Coupe du Monde, c'est sûr que t'es là-dedans. L'Euro. Attends, top 5, fait que mettons, finale de la Coupe du Monde, c'est ça que tu veux dire. Moi, je vais en comme- garocher un. Vas-y. Le cricket. Le cricket, c'est sûr. OK. Il y a le cricket. Le cricket, c'est sûr. OK, on commence, là. FIFA, 5,3 milliards ont coûté la Coupe du Monde en 2022. C'est numéro 1. Ouais. Numéro 2, les Olympiques d'été. Paris, 5 milliards. Donc, FIFA, Jeux d'été. Tour de France, Ah, ben oui. 3,5 milliards, numéro 3. Ta Coupe du monde de cricket, 2,6. Le Super Bowl n'est pas là. Ben oui, et Coupe du monde de soccer féminine, 2,5. Oui. Donc, Quand même. c'est pas pire. Quand même. Je savais que tu allais cricket, je le savais. 2024. Quel impact économique le Grand Prix de Las Vegas a-t-il généré et comment ça se compare au Super Bowl qui était à Las Vegas en 2024, right? Il y avait le Super Bowl, Ouais. il y avait le Grand Prix. OK, j'ai choix de réponse A, B, C. 934 millions, soit presque autant que le Super Bowl qui était de 1 milliard. 500 millions, beaucoup moins que le Super Bowl, et 1,2 milliard, donc plus. A, B ou C? Je vais dire plus. OK. Que le Super Bowl? Non, moi, je pense que c'est B. 500? Ouais. Mais par contre, puis ça, gardez-le ou gardez-le pas, là, la manière qu'ils calculent leur retombée économique, eux, c'est vraiment différent. Ah oui? Oui, ils utilisent tous leurs frais opérationnels. Puis parce que c'est un nouveau Grand Prix, il faut que tu payes pour la piste, il faut que tu payes pour le building, il faut que tu payes pour tout. Fait que c'est pour ça que leurs chiffres sont quand même assez impressionnants. OK, c'était dans le Forbes, là, mais c'est 934 millions. Okay, Donc, presque autant. Et on dit que c'est l'événement récurrent qui génère le plus à Las Vegas, évidemment. Ça, je suis pas surprise. Non, c'est ça. Pourquoi je pensais plus? C'est parce que c'est beaucoup plus international que le Super Bowl. Tu sais, en termes de gens... Parce que j'ai eu la chance d'aller à un Super Bowl, puis il y a beaucoup d'événements autour, et beaucoup de... Ouais. Mais ça reste très, très, très corporate comme événement. Le Super Bowl? Le match en soi, Ouais. quand même. Parce que c'est des billets qui coûtent tellement cher que c'est pas nécessairement les fans de cette équipe-là qui vont y aller. Tu sais, c'est souvent des billets achetés d'avance par des compagnies et tout. Fait que l'ambiance, mettons, au Hard Rock en 2020 du match, c'était correct. Ah oui, il y avait Kylie Kelsey qui disait qu'il fallait qu'elle paye pour ses enfants, il fallait qu'elle paye Ouais, comme 2000 c'est pour ça, ses enfants. il y a comme... là. C'est pas genre... tu sais, mettons, la Coupe du Monde, ben, enfin, je parle à travers mon chapeau, mais quand mettons, les finales d'association au football, c'est les fans, tu sais, l'ambiance est vraiment impressionnante, mais à Miami, pour le Super Bowl, il y avait des gens qui venaient de partout, mais je trouve la F1 beaucoup plus internationale que le Super Bowl. Pas, là. Mais non, mais c'est vrai. Beaucoup plus atteignable aussi. Là. Je veux dire, on a des Dernière catégories question. de billets. Ouais. Mais là, c'est de l'improvisation mixte. Oh oui. Non, c'est pas vrai. Mais vous pouvez vous amuser avec ça. Ce qui reste à Vegas reste normalement à Vegas. Quelle est la chose la plus folle que tu as vécue lors d'un Grand Prix ou lors d'un Grand Prix à Las Vegas? Et j'ai lu que tu peux boire dans une chaussure de F1 au Shoe Bar, Ouais, un choui. au Bellagio. Un choui! Ouais, un choui. Non, moi, ça fait pas partie de mes champs d'intérêt, bien honnêtement. Des choses... Écoute... Au Grand Prix de Las Vegas, je dois dire qu'on est quand même assez lean, là, parce qu'on tombe sur un décalage horaire où est-ce qu'on travaille toutes nos heures de Montréal, puis après ça, c'est un Grand Prix de nuit, fait qu'on travaille la nuit En plus, aussi c'est au la Grand fin Prix de de la Las Vegas. saison, C'est la puis fin de la saison. Fait que je te dirais que c'est pas Las Vegas qui est le Grand Prix le plus wild. Par contre, si tu veux un fun fact, Vas-y. j'ai été à la première du F1 Movie à New York, le lendemain du Grand Prix du Canada cette année. Ça, je dois dire que c'était une expérience assez incroyable. Il y avait un vol nolisé de Qatar Airways qui partait de Montréal-Trudeau pour aller à New York. On avait... En fait, il y a des clips que vous pouvez voir sur Internet. Là. On avait vraiment le traitement Qatar Airways à fond. On a reçu des pyjamas pour un vol de 45 minutes. On a reçu du popcorn. Notre boarding pass, c'était un F1 Movie. Tout le monde avait le siège F1. Quand on arrivait à l'aéroport, on avait tous des chauffeurs qui nous amenaient à l'hôtel. Après ça, le tapis rouge. Ils ont réussi à fermer Times Square pour faire le tapis rouge de F1 Movie. Ça, je dois dire que c'est quand même une expérience assez incroyable. Je sais que Qatar Airways, mais ce que tu me décris, Air Canada Rouge, là, C'est la même Pas chose. mal. C'est la même Pas mal la chose. même chose. Pareil. pas mal le même type de traitement. Oui.
Ben, Si tu moi, t'assois au je siège suis d'accord. F1. Oui, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec cette anecdote savoureuse. excellent. C'était quelque chose. T'es big. À Arrête. la lendemain du Grand Prix du Canada, j'étais dans un vol nolisé pour aller au lancement. Ah, je le sais, du j'ai film. vu ça. T'as vu ça, comment elle a plugué ça, juste à la fin, comme... Ouais, t'as un vol nolisé 4 hours pour la première Ok, du mais- film de Brad Pitt, ça, c'est ça? Est-ce que t'as vu Brad Pitt? Ben oui, Ben mais on oui. Ah ben oui, mais Ben ça, oui. tu me le dis pas, par exemple. Parce que tu dis Brad Pitt, dis juste Brad. Oui, mais oui, Brad, c'est mon t'sais. body Brad. Tu sais? Bon, on l'a vu souvent, on l'a vu tellement souvent dans les dernières années que ça perd son lustre. Mais par contre, oui, c'est super le fun. On a fait le Grand Prix du Canada le dimanche, on a fait le F1 Movie le lundi, puis le mardi matin, on était de retour à Montréal à 7h30 le matin pour annoncer l'extension du contrat. Fait que t'as le Instagram versus reality là-dedans où est-ce que c'est du work hard, play hard. On a quand même passé la nuit, sur la route pour être capable d'annoncer notre renouvellement de fou, contrat ça. le lendemain matin. Hey! Hey, pauvre elle, on l'a fait venir à Longueuil aujourd'hui. C'est à côté du circuit, c'est parfait! Elle doit se dire... Il a pas donné un pyjama! Aïe, c'est elle qui donne du stock, puis il faut qu'elle vienne à Longueuil. Hey. Mais on a du plaisir! Ok, mais on moi- apprend des moi, choses! on célèbre, là, parce que félicitations, c'était une grosse année Merci. pour toi, Oui. pour toute ton équipe. Hey, mon équipe a vraiment Puis fait merci très, d'avoir très sauvé bien. le Grand Prix Incroyable. à toi et toute ton équipe. Parce que Ouais. je sais que c'est peut-être fort ce que je viens de dire, mais je pense de voir à quel point qu'on était proche de le perdre. Puis comme moi, je suis Exact. très rassuré de savoir qu'on l'a encore jusqu'en 2035. Puis résolution, c'est que Sacha puisse y aller. Ça serait le Ouais. fun. Mais je dois vraiment donner un gros shout-out, bien évidemment à mon équipe immédiate, mais aussi aux bailleurs de fonds, puis tout le monde qui a été autour de la table, parce Oui. que c'est vraiment pas quelque chose qui se fait seul. Ça prend vraiment un village pour faire arriver un Grand Prix de Formule 1. 100%. Ben. Fait que, on en sait plus sur le Grand Prix. Oh yeah! Yes. Merci tout le monde. Puis si vous avez des commentaires sur cet épisode, je suis certaine qu'il va en avoir beaucoup. Alors n'hésitez pas, écrivez-nous.